Il est 23 heures partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention à la une de l'actualité ce soir. Aux États-Unis, les rencontres entre le Premier ministre Patrick Hachi et les vice-présidents d'institutions bancaires telles la MIGA, la SFI et le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale. Ces différentes institutions financières se réjouissent de la bonne santé de l'économie ivoirienne et témoignent de leur détermination à accompagner le pays dans sa marche vers le développement. Ces 3 dernières années, le nombre de jeunes Ivoiriens ayant réussi à intégrer les institutions bancaires internationales ne cesse d'évoluer. Cette évolution serait due à un coaching mené par les Ivoiriens agents de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Comment est-on arrivé à ces résultats? Le dossier que nous propose notre reporter Alexis Ouedraogo devrait nous aider à mieux comprendre. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé au lancement du projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire. Cette réforme vient résoudre la problématique des lenteurs dans la délivrance des actes administratifs. On en parle dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre. En mission aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, multiplie les rencontres. Il s'est entretenu avec le vice-président de la Société financière internationale, la SFI, le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale et le vice-président de la MIGA, des institutions financières qui, nous le disions à l'instant, saluent la bonne santé de l'économie ivoirienne et témoignent de leur détermination à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Adama Koné et Kéré Adama, envoyés spéciaux à Washington aux États-Unis. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, c'est aussi les grandes rencontres en dehors des plénières. Après plusieurs audiences au Watergate Hotel, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Hachi est dans les locaux de la Banque mondiale. D'abord, la MIGA, où les deux parties s'entendent sur la cadence à donner à leur coopération. Le moment est venu de vraiment créer un partenariat avec Côte d'Ivoire et MIGA pour le long terme. Les plans de développement du gouvernement sont vraiment beaucoup de vision, beaucoup d'espoir pour les citoyens. Et je crois que pour nous, le MIGA, c'est maintenant la chance de créer des programmes qui accompagnent l'État sur leur voie de développement. Ensuite, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Ousmane Diagana qui reçoit le Premier ministre Patrick Hachi. La Côte d'Ivoire a le deuxième portefeuille au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le plus grand, plus de 4 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, nous allons présenter à notre conseil d'administration notre nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra non seulement de présenter à notre board les progrès que la Côte d'Ivoire fait, mais également les défis. Et la Côte d'Ivoire qui tient debout a besoin davantage d'accompagnement, aussi bien du point de vue des investissements structurants à l'intérieur du pays, mais également des investissements qui permettent à l'ensemble des pays de créer des opportunités pour la jeunesse en termes d'emploi. Le Premier ministre poursuit ses travaux. Dans les heures qui suivent, il réaffirme la détermination de la Côte d'Ivoire à avancer sur le chemin du développement auprès du président de la Banque mondiale, David Malpass, et de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Et deuxième titre de l'actualité, encadrer les jeunes Ivoiriens postulant aux différents concours d'entrée au FMI et à la Banque mondiale. C'est la volonté affichée par les Ivoiriens, agents de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, réunis au sein d'un think tank. Et ce coaching semble gagnant si l'on s'en tient à bien sûr au nombre croissant d'Ivoiriens qui ont rejoint ces deux prestigieuses institutions bancaires internationales ces 3 dernières années. Comment est-on arrivé à ces résultats encourageants? Pour en savoir davantage sur le sujet, suivons ce reportage de Alexis Ouedraogo. Jean-Marc Atsebi est un Ivoirien résident aux États-Unis. Son histoire avec les institutions de Bretton Woods commence avec un reportage diffusé sur RTI 1 sous la plume de Michel Digré en 2018. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Quand je suis rentré, c'était extraordinaire. On dit que rien n'est impossible. J'ai toujours été intéressé par les institutions internationales et donc du coup, juste l'introduction en fait, de ce reportage m'a déjà captivé. J'ai par la suite contacté M. Charles Kwame et M. Gomez Agou
afin de pouvoir savoir davantage sur les programmes de recrutement au niveau de ces institutions, mais également de pouvoir bénéficier d'un coaching rapproché. Gomez Ago est l'une des personnes contactées. Aujourd'hui représentant résident du FMI au Gabon, il se souvient de l'encadrement apporté à Jean-Marc. Je suis passionné de coaching parce que j'adore voir des gens de ma génération ou plus jeunes atteindre leurs objectifs. Un exemple que je pourrais citer là comme ça de tête, c'est Jean-Marc Atsebi, avec qui j'ai travaillé pendant environ, je dirais, 9 mois à préparer les interviews, donc le concours d'entrée au FMI, et finalement il a été admis pour le grand bonheur de nous tous. Dans ses fonctions d'économiste au département des finances publiques du FMI, Jean-Marc est en séance de travail avec Judy Kelg, l'un des rares Ivoiriens experts du secteur financier au Fonds monétaire international. Ce n'était pas vraiment évident parce que moi je suis le Yopougon psychologie, c'est là que j'ai fait l'école primaire, EPP psychologie 2. Donc se retrouver à Washington aujourd'hui, c'est un parcours, je vais dire, que je mets vraiment en valeur. Et je continue toujours à rêver. Rêver grand, plusieurs Ivoiriens issus du système éducatif de Côte d'Ivoire l'ont fait et ont pu intégrer les institutions de Bretton Woods. Je suis Amina Koulibaly, économiste principale à la Banque mondiale en charge du Cameroun depuis août 2020. Mon boulot consiste essentiellement à conseiller le gouvernement et à appuyer les efforts du gouvernement sur les questions macroéconomiques. La Côte d'Ivoire a ce système extraordinaire qui permet aux enfants qui ne sont pas forcément issus des meilleurs milieux d'aller dans les meilleures écoles, lycées scientifiques, INPHP, UNCA et bien d'autres. 2 programmes sont dédiés aux jeunes doctorants ou titulaires de master. Il y a le programme Economist Program du FMI. Et il y a le programme Young Professional pour le groupe de la Banque mondiale. C'est un concours assez compétitif. Il y a environ 10 000 jeunes qui postulent chaque année. Et la Banque mondiale va seulement retenir 40 à 50 personnes par année. Donc c'est vraiment compétitif et il faut pouvoir se préparer. Il faut pouvoir avoir des capacités, pouvoir les mettre en exergue afin de pouvoir espérer être sélectionné et faire partie de ce programme. 2 autres portes d'entrée sont également possibles. Il y en a qui rentrent à la Banque mondiale en commençant comme consultant. Il y en a qui rentrent directement. Je suis entré directement grâce à mon expérience dans le système international de la recherche. Et lui est directeur régional du développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la Banque mondiale. Il a initié la création d'un think tank ivoirien. J'ai constaté que les Ivoiriens qui travaillent au sein du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ne se connaissent pas suffisamment. Et j'avais aussi constaté qu'il y avait des jeunes Ivoiriens qui rentraient et il y en a d'autres qui voulaient rentrer mais qui ne savent pas comment faire. Donc, en accord avec d'autres Ivoiriens, nous avons mis sur pied cette institution informelle qu'on appelle Ivoire Think Tank, donc qui rassemble l'ensemble des jeunes professionnels, même aussi anciens comme moi, dans un regroupement où nous échangeons sur des thèmes spécifiques, soit pour discuter, pour écouter, disons, les uns et les autres, pour donner nos avis sur des dossiers. Je pense que ça permet aux uns et aux autres de se connaître, ça permet de motiver aussi et d'expliquer aux jeunes Ivoiriens qui veulent rentrer à la Banque mondiale comment faire. Depuis la mise en place de ITT, le nombre d'Ivoiriens dans les institutions de Bretton Woods s'est accru. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que les 3 dernières années, au niveau du concours du FMI, le concours d'entrée du FMI des doctorants, qu'on appelle le EP Programme, Economist Programme, et programme des économistes, la Côte d'Ivoire a pu placer les 4 dernières années 3 Ivoiriens, un en 2019, un en 2020 et la 3e en 2022. Au niveau des YP, au niveau de la banque, du concours de la banque, la Côte d'Ivoire a pu placer au minimum 3 YP, qui sont les concours des doctorants. Le premier reportage a eu un impact assez positif. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui nous ont contactés. Au niveau du FMI, on avait à peu près 6 Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 16 Ivoiriens, donc à peu près 3 fois le nombre d'Ivoiriens qu'il y avait au FMI en 2019. Au niveau de la banque, nous sommes passés de près de 139
à aujourd'hui 220, tout grade confondu. Les Ivoiriens du FMI et de la Banque mondiale réunis au sein de Haïti ont tenu à féliciter le journaliste Michel Dugré pour ses reportages qui ont amené beaucoup de jeunes diplômés ivoiriens à s'intéresser aux institutions de Bretton Woods. Nous sommes très heureux de savoir que les productions que nous faisons au quotidien ont un impact positif sur la vie de nos communautés. C'est avec beaucoup de joie que je reçois cette reconnaissance que je partage avec la RTI, avec à sa tête son directeur général. Je voudrais dédier cette reconnaissance à la direction des journaux d'information dirigée par Abiba Dambélé-Saoué qui au quotidien s'attelle à mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir des reportages de bonne qualité à proposer aux téléspectateurs. Bientôt, un site internet de Ivoire Think Tank sera créé pour informer les Ivoiriens sur les différents concours d'entrée au FMI et à la Banque mondiale. Et loin des parvis des institutions de Bretton Woods au cours de la mission qu'il a effectuée à Kigali, la capitale du Rwanda, dans le cadre de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a eu plusieurs échanges avec les présidents de parlement et institutions parlementaires. Adama Bictogo s'est entretenu avec le président du Parlement panafricain, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, le président du Parlement de la Géorgie. Le point de ces entretiens avec Konaté Moussa. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine créée en 2004. Le Zimbabwéen Fortune Charumbira est depuis juin 2022 le nouveau président de l'institution parlementaire continentale. Il est reçu par le président de l'Assemblée nationale. L'une des missions importantes du Parlement panafricain, c'est d'offrir une plateforme aux peuples africains. Et pour que cela soit possible, il faut une collaboration franche entre les parlements nationaux et le Parlement continental, qu'est le Parlement panafricain. L'Afrique doit pouvoir parler d'une même voix, d'une seule voix. Et je crois que le Parlement africain est une tribune qui devrait donc nous permettre de parler donc d'une seule voix. Avec le président du Parlement de la Géorgie, il a été question du rapprochement entre les deux institutions parlementaires. Nous avons également parlé de la coopération entre nos deux pays, en commençant par la diplomatie interparlementaire. Nous voudrions partager avec nos frères et sœurs ivoiriens notre expérience en matière de transformation de l'État et en matière de réforme. La guerre russo-ukrainienne qui a donc amené la Géorgie à faire face à un flux migratoire important. Et donc, naturellement, que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a donné la position de la Côte d'Ivoire à l'ONU en demandant donc de voter pour l'aide à la Géorgie relativement aux conséquences qu'ils ont subies du fait donc de cette guerre russo-ukrainienne. Autre personnalité reçue par le président Adama Bictogo, le président du Parlement du Pakistan, Arif Alvi. Il a été question de la coopération interparlementaire. Les aspects essentiels de nos échanges concernaient le commerce que nous voulons renforcer entre nos deux pays, ainsi que la diplomatie parlementaire qui permettra de nous connaître un peu mieux, de rapprocher nos peuples culturellement et dans tous les autres aspects sociaux. C'est vrai que le Pakistan exporte du riz vers la Côte d'Ivoire, qu'il existe effectivement une relation commerciale, mais que nous souhaitons aussi que le Pakistan visite la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes un pays agricole, premier producteur de cacao, mais nous avons d'autres produits qui pourraient donc intéresser les Pakistanais. Toutes ces rencontres ont eu lieu en marge de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, une réunion mondiale des parlementaires tenue du 11 au 15 octobre à Kigali, au Rwanda. Ici en Côte d'Ivoire, les responsables politiques du RHDP de la commune d'Abobo, avec à leur tête les vice-présidents du directoire Kandia Kamisoko Camara, ont appelé les militants et sympathisants à participer massivement à la prochaine opération de révision de la liste électorale. En Côte d'Ivoire, cette opération démarre le 19 novembre et court jusqu'au 10 décembre 2022. Et pour ce qui concerne les diasporas, elle débutera le 24 novembre et s'achèvera le 10 décembre 2022. Souleymane Denisangui, Sidonie Davila. Remobiliser les militants en vue des prochaines échéances électorales, tel est l'objectif que se fixent les responsables du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la commune d'Abobo. Réunie en assemblée générale, la vice-présidente du directoire, Kandia Camara, donne des précisions sur ce qui fait la force de son parti. Le RHDP a toujours remporté les élections ici depuis les élections
présidentielles jusqu'aux élections locales, oui, le RHDP est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Le RHDP veut gagner toutes les élections. Et pour ce faire, il faut se préparer. Après l'annonce faite aux différents responsables des partis politiques par la Commission électorale indépendante sur l'opération de révision de la liste électorale 2022, le RHDP veut enregistrer un taux important de nouveaux inscrits. Il faut aller partout à Abobo. C'est une opération de fourmi que nous allons mener. Nous irons vers l'ensemble des populations d'Abobo. Les hommes, les femmes, les jeunes, surtout les nouveaux majeurs. Nous voulons que tous les nouveaux majeurs vivant ici à Abobo soient sur la liste électorale. La population nationale, faut-il le rappeler, est estimée en 2020 à 7 495 082. La commune d'Abobo enregistre, elle, 397 677 électeurs, soit 5,30% de l'électorat national. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a procédé au lancement du projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire. Cette réforme vient résoudre la problématique des lenteurs dans la délivrance des actes administratifs tout en réduisant les litiges fonciers. Les précisions de Lancine Bakayoko. Cette importante réforme qui a débouché sur le titrement massif des parcelles foncières urbaines a été élaborée en faisant en sorte que le bornage contradictoire massif ne se fasse plus lors de la soumission de la demande d'accéder par l'usager, mais plutôt au moment de l'approbation du lotissement. Les changements qui vont intervenir, c'est que toute l'étape qui est faite au niveau de la conservation foncière, la création du dossier de demande de titre foncier, le bornage contradictoire et puis la création même du titre foncier, cette étape sera faite bien avant que les lots soient mis sur le marché. Ça va permettre de gagner un temps énorme dans le processus de délivrance des titres de propriété. Tous ces changements qualitatifs opérés par le ministre Bruno Nabagné-Koné à travers le système intégré de gestion du foncier urbain qu'il a créé ont vocation non seulement à sécuriser le foncier, moderniser l'immobilier, mais davantage à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le crédit hypothécaire dans notre pays, il ne représente presque rien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là des banques dans les documents qui étaient délivrés. Désormais, ça va être le cas. Et si vous avez un terrain qui vaut 100 millions, qui vaut 50 millions, qui vaut 200 millions, qui vaut 300 millions, mais c'est autant de capacités que vous aurez à lever un financement, donc autant de capacités que vous aurez à faire des investissements avec les ressources que le secteur bancaire pourra désormais, sans crainte, vous mettre à disposition. Ce titrement massif des parcelles foncières urbaines basé sur la transformation digitale et la simplification des procédures répond au souci de maîtriser les délais de délivrance des actes administratifs et surtout de sécuriser l'information foncière en vue de la réduction des litiges. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche, à 16 octobre 2022, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 540 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 16 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 598 cas confirmés, dont 86 689 personnes guéries, 827 décès et 82 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 636 910. Le 15 octobre 2022, 13 541 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 466 518 doses du 1er mars 2021 au 15 octobre 2022.
On continue de parler de santé et surtout cette fois de lutte contre le cancer du sein. De 2018 à 2022, au total, 1179 personnes atteintes du cancer du sein ont été complètement prises en charge par le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous avons reçu le professeur Judith Didi Kouko-Koulibaly, directrice de ce centre spécialisé dans le traitement des cancers, avec elle nous avons parlé des avancées réalisées en matière de traitement du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Le cancer du sein peut se traiter entièrement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on tient compte de la mutualisation des ressources et des compétences, tout est réuni pour le cancer du sein. Le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, est venu le 18 décembre 2017 renforcer l'offre de soins qui existait dans d'autres hôpitaux. Les particularités de cet hôpital qui est né de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, c'est que non seulement c'est un hôpital public, mais c'est un hôpital qui a un plateau technique avancé. C'est un hôpital qui héberge le premier centre de radiothérapie de Côte d'Ivoire, la radiothérapie étant une arme incontournable dans le traitement des cancers du sein. C'est un hôpital dans lequel il y a de la concertation pluridisciplinaire avec des spécialistes qui viennent même d'autres hôpitaux, du CHU du Yopougon, de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara, du CHU de Trècheville, qui viennent de plusieurs autres hôpitaux justement pour échanger et sécuriser la décision de traitement avec les médecins du CNRAO. C'est un hôpital qui offre des actions de dépistage et notamment en Octobre Rose avec un partenariat avec le CHU d'Angré, et qui organise également des activités d'accompagnement, comme on l'a vu, des groupes de parole pour échanger, de la socio-esthétique, du sport. Donc, toutes ces choses réunies, en fait, constituent des avancées qui ont permis d'obtenir les résultats que nous avons eu l'honneur de présenter le 6 octobre dernier en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pendant le mois d'octobre, les consultations pour les tumeurs du sein sont gratuites, les actions de dépistage sont gratuites, et c'est à partir de 45 ans, en plus des consultations, une mammographie. Au CNRAO, nous avons un partenariat avec le CHU d'Angré qui permet que les mammographies soient à 2 000 francs CFA au lieu de 25 000 francs. Et au CHU de Trècheville, il y a des mammographies qui sont également à 3 000 francs tout le mois d'octobre. Donc, tous les acteurs de la lutte contre le cancer sont mobilisés pour que le maximum de la population puisse avoir accès justement à ce dépistage qui est recommandé. Ce qu'on peut dire, c'est que ces avancées dans notre pays sont salutaires. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane de la DECO, la direction des examens et concours, les inscriptions aux examens scolaires du CEP-BEPC, test d'orientation classe de seconde et baccalauréat pour la session 2023 débutent le lundi 17 octobre et s'achève le vendredi 16 décembre 2022. Délai de rigueur, les droits d'examen sont obligatoires et se payent à partir du lundi 24 octobre 2022. CEP 500 francs, BEPC 2000 francs, plus 500 francs par épreuve facultative, baccalauréat 5 000 francs CFA à plus 1 000 francs par épreuve facultative. Chaque candidat s'en acquitte lui-même sur la plateforme Trésor Pay de la Banque numérique du Trésor en utilisant uniquement un compte Trésor Monnaie. Les prétendants à la candidature libre, les candidats officiels ou leurs parents, les chefs d'établissement, les directeurs d'école et inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont priés de se conformer impérativement aux conditions de candidature, au processus et au calendrier des inscriptions signé le directeur Dosso Nimaga, Marianne, inspecteur général. Et puis toujours dans l'actualité nationale, les écoliers et élèves du primaire et du secondaire de la commune de Diawala, département de Ouangolodougou, ont reçu des kits scolaires du ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Adama Diawara, cadre de la localité. Il s'agit pour le donateur de susciter une saine émulation entre les apprenants et aussi le goût de l'effort. Reportage de Djeneba Ouattara, commenté par Kader Sogodogo. L'excellence et le mérite célébrés à Diawala, dans le département de Ouangolodougou. 255 écoliers et 86 élèves qui se sont fait distinguer par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire 2021-2022 sont récompensés. Ces meilleurs apprenants du primaire et du secondaire reçoivent des kits scolaires pour mieux aborder la nouvelle année. L'action est à mettre à l'actif du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, fils du terroir, qui fait de l'éducation sa priorité dans le dit département. Votre rigueur et votre abnégation pour la cause éducative ne souffrent d'aucune contestation. Votre exemple
qui suscite à nos yeux un travail de titan que vous abattez pour l'école en lui impulsant un dynamisme nouveau. Le ministre Adama Diawara exprime ses encouragements à tous les lauréats. Il a invité le corps enseignant et les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants avant d'exhorter les apprenants à bannir la tricherie et à s'adonner à leurs études. Le gouvernement joue sa partition en ce qui concerne la qualité de la formation, mais il faut que les autres acteurs du système éducatif jouent leur partition. En ce qui concerne les élèves, il faut qu'ils tournent le dos à la tricherie. Il faut qu'ils sachent que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on récolte demain. Il ne s'agit pas simplement de donner des kits à ces méritants-là, mais il s'agit de les exhiber comme des modèles auxquels les autres élèves doivent s'assimiler. En marge de cette cérémonie de célébration de l'excellence, le ministre Adama Diawara a visité les travaux d'extension du lycée moderne de Diawala et le chantier du nouveau collège en construction. Tout ce que nous visitons est de nature à développer Diawala, de permettre à tous les enfants de Diawala qui sont en âge d'être scolarisés d'aller effectivement à l'école. L'école est au commencement de tout développement. Le lycée moderne de Diawala compte 1675 élèves, 36 enseignants et 3 éducateurs. On reste dans le nord du pays. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, et le député de la commune de Korogo, Lassina Ouattara, ont procédé à la remise d'intrants et de matériel agricole à des associations et groupements de femmes de la commune de Korogo. Le don, une initiative du député Ouattara Lassina, dit l'ASPR, se compose de pulvérisateurs, d'arrosoirs, d'engrais, de paires de bottes et de cartons de semences. Ami Sissoko. 530 pulvérisateurs, 500 arrosoirs, 100 cartons de semences, 30 tonnes d'engrais et 500 paires de bottes. C'est le don de Lassina Ouattara, député de Korogo commune, aux associations et groupements féminins du secteur agricole de sa circonscription dans le cadre de l'amélioration de leurs activités agricoles. Au nom des femmes de Korogo, je te dis merci l'ASPR honorable. Nous sommes là, ça ne nous surprend pas. Ce n'est pas la première et ça ne serait pas la dernière. La remise officielle de ce matériel agricole a lieu en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, qui a exprimé toute sa gratitude aux donateurs. Pour l'honorable Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara, ces dons s'inscrivent dans la vision du chef de l'État pour qui l'autonomisation de la femme et l'amélioration de leurs conditions de vie est une priorité. Aujourd'hui, on partage ces dons pour dire merci à Dieu, pour dire merci à vous les femmes qui vous levez tôt le matin pour aller à la rizière, pour aller cultiver, pour donner à manger à nos enfants. Je voulais dire merci au président de la République, M. Alassane Ouattara, parce qu'il me fait confiance. L'acte qui est en train d'être posé aujourd'hui est un acte de solidarité à l'image de ce que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, souhaite pour la Côte d'Ivoire, que chaque cadre fasse pour la Côte d'Ivoire, pour ses concitoyens. Il ne faut pas que cet accompagnement s'arrête à la production. Il faut également penser à la commercialisation. L'honorable Lassina Ouattara a promis revenir encore les bras chargés de dons pour les femmes du monde agricole à Korogo. Il leur a demandé de prier pour le couple présidentiel et de rester mobilisés pour les prochaines batailles du RHDP. À suivre à présent le résumé de ce qui aura marqué l'actualité sur le plan international. C'est dans le 7 sur 7. Un conflit qui oppose depuis juin dernier deux communautés de l'ouest de la République démocratique du Congo a fait plus de 180 morts. Teke et Yaka, ces deux communautés se considèrent l'une comme l'autre originaires et propriétaires des villages situés le long du fleuve Congo. Des procédures de destitution des présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation ont été introduites dans l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali. Ce projet sera soumis à un référendum en mars 2023.
Depuis juin dernier, au Nigeria, des inondations les plus meurtrières, provoquées par des pluies exceptionnelles, ont fait plus de 500 morts. Elles ont forcé 1,4 million d'habitants à fuir leur foyer et occasionné 500 autres blessés, selon le rapport du ministère nigérian des Affaires humanitaires. La Tunisie au ralenti depuis quelques jours à cause d'une pénurie de carburant. Le pays traverse une crise économique sévère. Le manque d'essence vient s'ajouter aux produits de première nécessité déjà en manque. Plus de 40 mineurs décédés et 28 autres blessés après l'explosion dans une mine de charbon vendredi soir à Amsra, dans le nord-ouest de la Turquie. Le drame a bouleversé le pays qui a déjà fait face à ce type d'accident grave. Samedi, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné chef de l'État pour conduire la transition jusqu'en juillet 2024. Le nouveau président a été désigné à l'issue des assises qui ont rassemblé les forces vives du pays. Le président Xi Jinping a réclamé l'unité autour de sa direction et vanté l'ascension de la Chine comme puissance mondiale. Un discours tenu ce dimanche à l'ouverture du 20e congrès national du Parti communiste qui devrait lui confier un 3e mandat. Le 7-7 qui vous a été présenté par Laure Goretti, Sidonie Davila. Merci de nous avoir suivis. Cette édition est terminée. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.